Eh ben, j'y vais alors. épinglé, hop, et nous, on s'en va. Et voilà, et on te Ok. laisse la main. Ok, bonjour à tous. Merci de m'écouter aujourd'hui. Je vais aujourd'hui vous parler d'image et d'intelligence artificielle. Et je vais parler des aspects théoriques et aussi des aspects plus pratiques, puisque je vais vous dérouler comment je fais un prompt pour générer des images photoréalistes de A à Z avec un outil qui est dispo pour tout le monde si vous avez un Mac. Mais il existe des outils équivalents sur PC qui sont gratuits également. J'ai quelques slides de présentation quand même. Voilà, c'est moi devant la maison que j'habite encore maintenant. Voilà. Il y a quelques années aussi, quelques décennies. Mis à part ça, bon, Léana a tout dit, hein, mais je suis co-créateur des outils Urtex Guru et Babar. Auparavant, j'étais professeur des universités. Et ce qui est peut-être plus amusant, c'est de savoir que mon sujet de recherche pendant vraiment pas mal de temps, ça a été les algorithmes de prise de décision, ce qu'on appelle de l'IA maintenant. Et j'ai aussi pas mal travaillé sur la recherche d'images, que ce soit pour des moteurs de recherche ou pour du traitement d'images, hein, d'ailleurs, pur et dur. Et j'ai pas mal travaillé là-dessus, et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur et dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Et mis à part ça, avec mon frère Guillaume et ma sœur Lucie, qui nous a rejoint quelques années plus tard, on est éditeur en famille depuis une grosse vingtaine d'années, puisque je crois que notre premier site en exploitation date de 1999. C'est le fameux site crinen.com, qui n'est plus monétisé et qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était à l'époque, mais qui existe toujours. Je vais vous parler d'images et je vais commencer, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais toujours des exposés avec une partie historique, une partie théorique, un peu barbante parfois, mais c'est toujours intéressant de voir, je pense, comment les choses ont été fabriquées. Et la génération d'images, c'est un sujet qui est en fait assez ancien, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites de génération d'images, d'ailleurs sans intelligence artificielle du tout, par des artistes en fait, pendant longtemps. Et puis, au fur et à mesure, les nouvelles technos d'intelligence artificielle ont commencé à être utilisées pour de l'image et pour faire de la génération d'images, avec, je pense, dès le début, une vue sur générer de l'image qui soit photoréaliste pour sans doute tout un tas d'applications, jeux vidéo, art, etc. Mais voilà, il y a eu tout de suite des gens qui ont travaillé là-dessus. J'ai mis ici les principaux jalons, vraiment spectaculaires. Les choses spectaculaires, en fait, elles commencent post-2010, pour plein de raisons, hein, mais parce que 2010, c'est grosso modo l'année à partir de laquelle le deep learning va exploser, les très grosses architectures logicielles à base de réseaux de neurones. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les gens vont commencer à travailler sur le texte et sur l'image. Il y a plusieurs types de technos qui ont été créés à partir de 2014, et la première qui a permis de faire de la génération d'images, c'est ce qu'on appelle les GAN, le truc qui est ici là, sur mon écran, donc des réseaux dits adversariaux qui ont servi à faire de l'image. Alors, je ne vais pas décrire chaque truc, hein, c'est juste pour donner les principaux jalons. Et à partir de là, beaucoup de choses ont été faites, d'abord avec des réseaux de neurones convolutionnels, ce qu'on appelle des CNN, ont été utilisés par différents outils. Chez Google, il y a un outil qui s'appelait Deep Dream, par exemple, qui est sorti, qui permettait de faire des images un petit peu, je sais pas, que ferait un artiste qui aurait pris un peu trop de LSD, par exemple, mais voilà, ça permettait de faire des images un petit peu artistiques générées. Et puis, on a avancé au fur et à mesure vers des choses de plus en plus réalistes, dans le sens réaliste qui correspondent à une réalité. Par exemple, prendre des tableaux d'un certain artiste et puis les transformer dans le style d'un autre, etc. Donc, des choses qui ont été faites autour du transfert de style, par exemple, à partir de 2016. Et puis, à partir d'un certain moment, des choses vraiment très conséquentes sont apparues. Et c'est principalement à partir de 2020 que tout va se passer. Et encore une fois, on n'en a pas forcément conscience. C'est beaucoup grâce à OpenAI que les choses ont pu vraiment avancer. Tout le monde, vous qui m'écoutez, vous connaissez tous DALL-E, c'est forcé, qui est le premier outil de génération d'images photoréalistes à peu près d'équerre, même si à l'époque, si on regarde maintenant ce qu'on faisait à l'époque, on rigole, hein, mais on se parle d'il y a 2 ans, hein, 2, 3 ans, on voit à quelle vitesse on avançait, mais c'est à partir de là que les choses ont vraiment émergé, et c'est pas DALL-E qui est vraiment la rupture d'un point de vue innovation, c'est un autre outil OpenAI qui s'appelle Clip, dont je vais parler dans les slides après, qui a vraiment tout changé. Chez OpenAI, ils ont travaillé sur des choses, chez Google, chez tout ça. Et il y a d'autres opérateurs qui ont évolué en parallèle et qui sont tout aussi importants. Il y a un opérateur qui est ici qui s'appelle Lion. Alors, je ne sais pas comment on le dit, si c'est la manière de le dire. Moi, je pense qu'il y a un petit jeu de mots derrière, donc ça doit être comme ça, qui est une espèce
d'instituts open source qui fournit des choses pour l'intelligence artificielle. Et ils ont beaucoup travaillé sur cette chose qui s'appelle Clip, dont je vais parler après, comme je l'ai dit. Lion, c'est le plus gros fournisseur de datasets pour les images. Ils fournissent notamment un dataset qui est utilisé aujourd'hui par tout le monde, qui s'appelle le Lion 5B pour 5 milliards. Et donc, un dataset qui contient 5 milliards d'images et qui est celui qui est à la base de la plupart des gros modèles qu'on trouve maintenant, Stable Diffusion, etc. Et donc, on est rentré à partir d'un certain moment donné, entre 2021 et 2022, dans une nouvelle ère sur la génération des images, avec de la data au kilomètre et surtout un nouveau procédé de génération d'images qui est fondamentalement différent de ce qui se faisait avant, qui s'appelle les modèles de diffusion, les processus de diffusion, et qui a absolument tout changé. À partir du moment où les premiers processus de diffusion ont été mis en place, tous les opérateurs qui faisaient de la génération d'images ont fini par les adopter. Et vous connaissez forcément les premiers, Midjourney, par exemple, ça date de grosso modo début 2022. DALL-E 2, qui est en fait basé sur un modèle qui s'appelle Glide, qui est de la diffusion. Imagen, chez Google, qui est aussi de la diffusion. Et bien sûr, le fameux Stable Diffusion, qui est un des plus connus d'un point de vue plus pratique, parce qu'en fait, la plupart des modèles de Stable Diffusion sont open source, et donc il y a vraiment des choses à faire. Quand on parle de Midjourney, en fait, c'est très très proche de Stable Diffusion, sauf que les datasets, le code qui a été fait est différent, mais en pratique, c'est d'un point de vue technique, formel, la même chose. Bref, tout ça pour dire que depuis 2014, on a avancé sur des technos, mais depuis 2022, il y a vraiment une rupture avec ces processus de diffusion qui sont vraiment en train de se montrer beaucoup plus performants que tout ce qui est fait ailleurs. Les modèles de diffusion, en pratique, c'est depuis 2022 qu'ils explosent réellement, mais en vrai, ils existent depuis 2015. Et les processus de diffusion, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, j'ai juste mis l'article qui en parle pour la première fois. Il n'y a même pas le mot diffusion hein, au début dans cet article. C'est un article qui parle de machine learning à base de réseaux de neurones qui serait basé sur des principes de la thermodynamique, donc de la physique. Les processus de diffusion, en fait, ce sont des processus qui sont liés à la physique, physique des fluides principalement, et les idées qui viennent de là ont été transposées pour faire de la génération d'images, pour faire toutes sortes de choses. Mais voilà, ça existe depuis assez longtemps, notamment parce que c'est basé sur des idées aussi qui sont très anciennes, qui datent plutôt des années 2000. En 2015, les gens mettent en place ça et très probablement qu'il y a pas mal de choses qui commencent à émerger d'un point de vue théorique. Mais ce qui va rendre, comme souvent, les choses faisables d'un point de vue pratique, c'est un travail supplémentaire. Et ce travail supplémentaire, c'est un travail qui a été fait chez OpenAI, qui est la création de ce qu'on appelle un modèle multimodal. Un modèle multimodal, c'est un modèle qui va prendre en compte de l'information qui est sous plusieurs formats, et en l'occurrence ici du texte et de l'image, comme GPT-4 qui est un modèle multimodal. C'est un des premiers modèles de ce type qui a été fait. Ce modèle, il s'appelle CLIP, Contrastive Language Image Pre-Training, donc il est capable de faire le pont entre le langage euh, écrit et les images. Et ce modèle multimodal, en fait, il va servir à pré-entraîner, à créer de la data qui va être utilisée pour ensuite faire des modèles de génération d'images. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail scientifique, mais le dernier, alors c'est que des gens de chez OpenAI, hein, et le dernier, Ilya Sutskever, je ne sais pas comment ça se dit exactement, c'est le directeur scientifique de OpenAI, qui était d'ailleurs thésard d'un des créateurs du deep learning, puisque c'était un thésard de Geoffrey Hinton chez DeepMind à l'époque. Donc voilà le cadre théorique, et c'est OpenAI qui rend tout ça faisable. Clip, qu'est-ce que c'est? Clip, c'est un modèle multimodal qui va permettre essentiellement de résoudre un problème qui est celui de faire la correspondance entre du texte et de l'image, ce qui permet de faire plusieurs types d'applications, parce que essentiellement, c'est capable de faire une chose qui est très intéressante, qui est de calculer la distance entre une image et un texte qui potentiellement décrit cette image. Vous pouvez calculer la distance entre cette image d'un chat et la phrase A cute white cat, donc un chat blanc mignon. Et quand vous êtes sur des principes de génération, avec une génération qui est itérative, ce qui est le cas, par exemple, des modèles de diffusion, eh bien, c'est très utile, puisque ce que vous voulez faire, c'est à chaque fois que vous faites une génération, vous vous rapprochez d'une image générée qui correspond de plus en plus au texte qui vous sert de prompt. Et grâce à ce calcul de distance, ben, on peut savoir si, quand on génère, on va dans le bon sens ou on va dans le mauvais sens, et il faut faire différemment. Et donc, c'est ce type de choses qui va être fondamentalement à la base des processus de génération. Flip, c'est un modèle qui a été entraîné à partir d'images et de textes descriptifs. Donc, ils ont pris des millions ou des milliards d'images qui sont décrites généralement par des êtres humains, même si après on peut ruser un petit peu.
Ça permet de faire notamment des moteurs de recherche images, hein. Ici, c'est sur le site de Lion. Ils fournissent un moteur de recherche qui est basé sur Clip. Voilà, ce que j'ai mis ici comme requête, c'est le gars est sur un vélo dans la forêt, il pleut, et ça me fournit des images qui correspondent à ce texte. Et j'insiste, hein, c'est vraiment moteur de recherche image, c'est-à-dire que ça n'utilise pas du texte qui entourerait l'image, ça utilise une compréhension de l'image réelle pour fournir les résultats. Et tout ça, c'est open source, hein. Vous pouvez aller le voir sur le site de Lion, hein. Vous pouvez télécharger les modèles, vous pouvez tout avoir. Voilà. Donc, c'est basé sur Clip pour faire ça. Alors maintenant, dans la suite de cet exposé, je vais rentrer dans un peu la théorie d'abord pour vous faire comprendre comment on génère des images, effectivement, puis après on verra comment on les génère, enfin comment on génère des images théoriquement, puis après on verra comment on génère des images en pratique. Mais attendez, hop, je fais juste un truc, parce que si je déborde dans le temps, il faut que je le voie, donc je mets le truc de discussion, pardon. Voilà, et donc on va voir comment on fait ça. D'abord, je vais vous donner une intuition de très très haut niveau. Il y a sur YouTube une vidéo qui est assez amusante qui s'appelle Lens Enhanced, qui est je sais pas, zoom in ou zoom dans l'image, qui reprend toutes les séquences qu'on voit au cinéma dans des séries où voilà, les héros regardent une caméra de vidéosurveillance où on voit passer le méchant qui fait un truc bizarre, mais on voit pas bien, et donc ils demandent au tech de service d'améliorer la qualité de l'image, et d'un seul coup ça défloute, et on lit une plaque, on voit un reflet dans un œil, etc., etc. Donc, je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube, c'est assez drôle. Ce qui est amusant, c'est que c'est en fait l'intuition derrière les modèles de diffusion. Donc là, c'est un MacGyver de l'époque, hein, un MacGyver qui essaye de demander à son texte s'il a un amplificateur d'image qui peut bitmap. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, moi, mais visiblement, c'est serious business. En gros, comment ça fonctionne, ces choses-là? Eh bien, un processus de diffusion, c'est un déflouteur, en fait. Donc, imaginez, vous avez une image qui est un peu floue, complètement floue. Il y a des parties qu'on ne voit pas. Donc, je sais pas, vous avez une image chez vous, vous prenez une photo, mais on ne voit pas bien le visage de votre belle-mère, c'est fête de famille. Et vous demandez à un tech de déflouter. Alors, le tech, il ne connaît pas, hein, l'image qu'il y a derrière, et en fait, il ne sait pas déflouter. Et le mec, c'est un petit filou, il va fabriquer une image plus nette, qui correspond à ce que vous avez vu flou. Donc en fait, il va faire un faux défloutage en compensant ce qui n'existe pas, et en mettant ce qu'il pense être ce qu'il devrait mettre. Et donc, grosso modo, vous dites, ah là, c'est une image de ma belle-mère blonde, mais c'est flou. Bah, lui, il va vous faire une image d'une femme d'un certain âge qui est blonde, qui est moins floue. Et puis, si vous dites, ah, c'est encore un peu flou, bah, vous allez bricoler l'image. Alors, ça ne correspondra peut-être pas réellement à votre belle-mère, mais ce qui sera sorti, mais ce sera une image qui sera particulièrement nette, parce que finalement, le processus que va adopter le petit tech qui fait ça pour vous, c'est de déflouter au fur et à mesure une image. Bon, les processus de diffusion, ça fonctionne exactement de la même manière. En fait, c'est des machines à déflouter. En pratique, la théorie, c'est la chose suivante. Un processus de diffusion prend en entrée une image qui est du bruit complètement. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voit quand on avait des télés cathodiques et qu'on avait cette neige à l'écran qui apparaissait quand il n'y avait rien qui passait à la télé. Eh bien, ce bruit, le processus de diffusion va le débruiter, le déflouter pour faire une image qui a un sens visuellement pour nous, êtres humains, qui regardons l'image. Alors bien sûr, ce défloutage, il est possible parce que le processus de diffusion a appris, grosso modo, quasiment toutes les images qui existaient, et il va essayer de comprendre comment, en défloutant au fur et à mesure, on peut avancer vers une image. Le processus de défloutage, il est aléatoire. Et donc, à partir d'un bruit quelconque, en théorie, on peut générer n'importe quel type d'image. Un bruit, vu qu'on le défloute un peu au hasard, on a des petits stagiaires différents qui défloutent à chaque fois, eh bien, il peut donner n'importe quelle image. Et ce qui va faire qu'on va générer une image qui correspond à quelque chose qu'on a choisi de générer, eh bien, c'est ce fameux modèle CLIP de chez OpenAI qui va créer ce qu'on appelle un conditionnement, c'est-à-dire il va guider le processus de débruitage, de défloutage, pour qu'il fabrique une image qui correspond à certains critères qu'il y a. Alors, il y a une question de. Je réponds en direct aux questions, je suis désolé. Il y a une question sur l'image de brouillard qui correspond à l'acide. Effectivement, c'est ça exactement. Enfin, le CID, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vais en parler parce que le CID, quand on génère des images, c'est en fait un des paramètres les plus importants. On n'en a pas forcément conscience, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc là, on est sur quelque chose, on a un processus qui débruite pour générer n'importe quelle image.
D'abord, comment est-ce qu'on apprend à débruiter? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à un réseau de neurones. De la même manière que ChatGPT, c'est des réseaux de neurones qui apprennent à écrire. Ben là, on va apprendre à un réseau de neurones à faire quelque chose qui n'est pas écrire, est à prédire le floutage et le défloutage, le bruitage et le débruitage. Je pars d'une image que j'ai dans mon dataset qui est complètement claire. Ici, une loutre en costume. Cette image, je vais en fabriquer une deuxième version en mettant un peu de bruit dedans. Puis je vais en fabriquer une autre version en mettant un peu de bruit dedans, etc., jusqu'à arriver à une image totalement bruitée. Donc, je vais fabriquer une suite d'images qui sont de plus en plus bruitées. Et le réseau de neurones, ce qu'il va apprendre, ce n'est pas chaque image indépendamment, ce qu'il va apprendre, c'est à prédire à partir d'une image quelle est l'image qui va être produite en bruitant ça. Donc, il apprend comment on passe de x0 à x1, etc., jusqu'à arriver à une image totalement bruitée. Donc, il fait une prédiction en faisant ce qu'on appelle une diffusion en avant. Mais si on le fait en avant et qu'on a fait fabriquer une séquence d'images qui est fixe, pour ça, en fait, on peut aussi apprendre en arrière le procédé de débruitage. Et donc, en fait, le réseau de neurones, il apprend à prédire la perte d'informations quand on bruite et le gain d'informations quand on débruite. Donc, le réseau de neurones qu'on va fabriquer, il est capable de bruiter, débruiter des images. Donc ça, c'est uniquement ce qu'il fait. On lui donne une image avec du bruit, il enlève du bruit. C'est ça que le réseau de neurones apprend. Et en fait, les modèles de génération, c'est ça. Si on ne faisait que ça, on aurait littéralement, n'importe quoi, on aurait littéralement n'importe quelle, c'est ce que j'ai écrit là, n'importe quelle image correcte qui sortirait du process. Mais on ne pourrait pas contrôler ce qui est représenté dans l'image. Et donc, pour contrôler ce qui est représenté dans l'image, il va falloir rajouter des informations, il va falloir rajouter des prompts, notamment textuels. Par ailleurs, en pratique, les modèles de diffusion ne travaillent pas sur des images. En fait, l'image, c'est quelque chose qui est pour l'être humain, hein, c'est une représentation visuelle, comme pour le texte, où on travaille sur des textes et on ne travaille pas, l'être humain travaille sur un texte, mais la machine ne travaille pas sur un texte. On travaille sur des versions compressées des éléments, qui sont des vecteurs, donc des objets mathématiques, dans ce qu'on appelle l'espace latent, la même chose que les modèles de texte. Grosso modo, il faut imaginer qu'on travaille sur une compression de l'image et pas sur l'image en elle-même. C'est pour des raisons opérationnelles qu'on fait ça. Mais c'est important de le comprendre. En fait, le modèle de génération d'images, il y a toujours des images qui existent, mais en fait, elles ne sont jamais utilisées réellement par le modèle. C'est seulement au dernier moment, quand on veut voir les images, que le modèle va les sortir. D'un point de vue théorique, je continue, hein, je suis désolé, il y a quelques slides théoriques encore. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour générer des images qui sont correspondantes à ce qu'on met dans le prompt? Eh bien, il y a une notion qui est clé, qui est la notion de conditionnement. Et c'est là où le fameux clip intervient. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de travailler sur toutes ces images, etc., quand quelqu'un tape un prompt, voilà, moi je tape un prompt, par exemple, je veux voir une loutre en costume, eh bien, ce prompt, il est encodé vectoriellement. Et là, c'est littéralement la même chose que ce que fait ChatGPT, GPT-3, GPT-4, etc. On écrit du texte, la machine écrit un vecteur qui correspond au texte. Et j'ai un réseau de neurones qui est spécialisé, et c'est Clip, en fait, qui fait ça, qui transforme l'écrit en conditions sur l'image. Donc, j'ai ce pont qui est fait entre des descriptions textuelles d'images et les images en elles-mêmes. Donc, ce texte transformer qui est ici, qui passe de l'écrit à l'image, eh bien, c'est Clip. Et en faisant cette transformation, eh bien, ce qu'on fabrique, c'est un prédicteur du bruit qui correspond au prompt. Si j'ai un certain prompt, par exemple la loutre en costume, ça va me produire un certain type d'image, réellement, pour un être humain. Et ces images correspondent à une loutre en costume. Quand on les bruite, le bruit est particulier. Il est particulier, il est lié, en fait, à ce qu'on voyait avant, euh, au passage, par exemple, de x0 à x1. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conditionner le modèle en lui disant, tu sais débruiter généralement, mais maintenant, je vais te dire, il faut que tu débruites à partir de l'image X1 ou à partir de l'image XT, etc. Donc en fait, en le conditionnant, on lui dit d'où est-ce qu'il doit partir pour débruiter. Et c'est ça qui va faire qu'on va générer des vraies images. En entrée réelle d'un générateur d'images, vous avez donc deux choses simultanément. Vous avez le conditionnement qui est le prompt et vous avez une image latente de bruit aléatoire, donc la notion de seed. Et c'est là où ODE59, je ne sais pas qui est ODE59, a raison. Cette image de brouillard, c'est littéralement le seed avec des petites conditions supplémentaires dessus. Donc voilà la première chose. Ensuite, comment est-ce qu'on va travailler avec ça? Alors, petite note, le conditionnement aujourd'hui, la plupart du temps, parce qu'on utilise beaucoup Midjourney ou d'autres, c'est toujours, quasiment toujours, du texte. Mais en réalité, le conditionnement, ça pourrait être une image. Et dans le dernier slide, je vous montrerai, ou dans les derniers slides,
des outils qui font enfin, des recherches qui sont sur le conditionnement où on ne conditionne pas avec du texte, et vous verrez que les résultats sont assez amusants parce que ça donne des choses qui sont parfois très impressionnantes. Notamment, ça permet de faire des choses qui sont amusantes où on fait un espèce de dessin dégueulasse à la main et la machine génère une image magnifique parce qu'elle génère avec un conditionnement qui est déjà visuel. Voilà, à partir de ça. Bref, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, je finis sur la théorie. Comment ça fonctionne d'un point de vue maintenant réel pour faire la génération? Eh bien, je vais avoir cette image latente de bruit aléatoire. Donc, c'est le seed que je vais fournir et le prompt qui va être conditionné. L'un et l'autre ensemble, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur mon bruit qui est complètement aléatoire un bruit supplémentaire qui correspond au prédicteur de bruit lié au prompt. Ça va me faire un bruit qui correspond à l'image que je veux générer. Je vais soustraire mon bruit aléatoire, je vais soustraire à mon bruit aléatoire le conditionnement. Ça me donne une image qui est plus près de l'image que je veux générer. Et je recommence, je recommence, je recommence, je recommence, je recommence un certain nombre d'étapes. En fait, recommencer, ça veut dire passer, par exemple, ici de xt à xt-1, etc. Donc, en fait, je vais remonter cette chaîne de choses de moins en moins bruitées. Donc, je pars du plus bruité, je débruite, je soustrais, je débruite, je soustrais, etc. Donc, en fait, je remonte cette pente et au bout d'un moment, je dis que j'en ai fait assez. J'en ai fait assez, je m'arrête, je sors le résultat visuel. Et le nombre d'itérations qu'on va faire, plus il va être grand, plus on va approcher d'une image qui est parfaite. Mais bien sûr, plus à chaque étape, on va s'en approcher tout doucement. Et donc, à un moment donné, il faut juste être capable de dire on s'arrête. Et pour ceux qui font de la génération, vous savez que le nombre d'itérations qu'on fait, c'est un critère qui est extrêmement important. Donc voilà, après un certain nombre de fois, qu'on détermine un peu au hasard, eh ben, on transforme l'image obtenue en vraie image et c'est la sortie finale du modèle de diffusion. Donc ça, c'est toute la théorie, c'était un peu pénible. Maintenant, on va voir comment on fait en pratique. Mais avant ça, je vais vous parler d'un truc très particulier qui est le watermarking. La question que vous posez toujours sur les sorties de ChatGPT, est-ce que c'est détectable, est-ce que tout ça? Ben, en fait, ça existe aussi pour les images, cette question. Je répondrai à la question de Nopete Troy dans 3 slides à peu près. Et le watermarking, c'est toujours possible sur les images. En fait, le watermarking, à l'origine, c'est vraiment une notion qui vient des images, plus que du texte. Et donc, c'est assez facile de watermarker des images. Bien sûr, la plupart du temps, le watermarking, alors, où il est visuellement visible, c'est le watermarking à l'ancienne, ou alors il est caché dans les représentations euh, binaires des images, mais il est assez facile à flinguer, par exemple, en passant de JPEG à PNG, en faisant un crop, en faisant une modification du contraste, des choses comme ça. Mais pour les outils de génération, en fait, il est possible de watermarker directement le modèle. Et c'est là où il y a une puissance qui est vraiment supplémentaire, c'est le modèle de génération contient son propre watermarking. Donc chaque fois qu'on génère une image, elle est nativement watermarkée par le modèle. Et ce watermarking, il ne dépend pas du prompt, il dépend du modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que fabriquer un modèle, ça coûte une fortune. Il faut des milliards d'images. Et donc, quand on fabrique un modèle qui est nativement watermarké, pour casser la capacité du modèle à watermarker euh, dès l'origine, ben, en fait, il faudrait introduire, réentraîner le modèle avec beaucoup plus d'images qu'il n'a déjà été entraîné pour noyer le poisson. Et donc, c'est très, très compliqué, trop coûteux, donc c'est difficile à faire. Par ailleurs, ces watermarks sont, ça a été montré, robustes à du cropping, du resizing, de la compression JPEG, modification de la brillance, etc. Donc, ce sont des watermarks extrêmement performants et qui n'entament pas trop la qualité visuelle des images. Ici, sur cet exemple, vous avez l'original, c'est l'image la plus à gauche, c'est l'image non watermarkée. L'image watermarkée, et visuellement, objectivement, je suis incapable de voir la différence. Et ce qu'on voit ici à côté en espèce de négatif, ce sont les points où il y a des différences sur l'encodage de l'image. Et donc, on voit qu'en fait, les endroits où il y a des différences, ce sont des endroits où en fait, il y a déjà beaucoup de bruit dans l'image, et donc l'être humain ne fait pas la différence. Ici, par exemple, on voit sur le cas de l'ours, c'est sur la fourrure de l'ours, là où il y a vraiment plein de poils, que le watermarking est vraiment apparent. Et donc, on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit une fourrure un peu touffue. Des deux côtés, on n'est pas capable de faire la différence entre les deux en tant qu'être humain. Et donc, c'est dans ces endroits des images qui sont un peu, euh, on va dire déjà un peu flous en eux-mêmes, que sont cachés les watermarks. Le travail sur le watermarking, c'est un travail qui est fait chez Meta par une équipe qui est uniquement composée de Français, et les Français étant très, très à la pointe sur ces sujets-là. Depuis hier, il y a un article qui dit que certains watermarks d'images peuvent être cassés, donc un article scientifique est sorti hier. On ne sait pas encore à quel point ça coûte de casser le watermarking, mais visiblement, c'est possible.
Voilà, donc maintenant que j'ai parlé de la théorie, je vais parler de la pratique. Voilà, c'est ce que vous attendez tous peut-être. Et je vais vous parler de la pratique en vous expliquant comment vous pouvez tous générer des images facilement. Alors, en premier, je vais partir du principe que vous êtes tous des gens très très bien, donc vous travaillez tous sur Mac, bien sûr. Voilà. Au-delà de la blagounette, j'utilise un outil quand je veux faire des petits tests qui s'appelle DiffusionB, donc qui est à l'adresse qui est indiquée ici. Cet outil, c'est un outil qui est open source. Il fonctionne vraiment de manière très très simple, mais surtout, et c'est pour ça que moi je le conseille toujours, il est conçu pour tirer parti des architectures M1 et M2 Apple, ce qui permet de faire de la génération d'images sans avoir un GPU qui chauffe le bureau à 70 degrés toute la journée, quoi. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, c'est plus efficace de générer sur un M2, par exemple, haut de gamme, que sur un GPU. Bon, ça coûte 4 fois plus cher, mais au moins, c'est beaucoup plus simple. Par ailleurs, c'est un outil qui est très bien fait. On peut importer très simplement des modèles. On prend des fichiers CKPT, des fichiers Checkpoint, sur un des nombreux sites qui proposent des modèles, par exemple civit.ai, donc Civitaï, ou ailleurs. Hein, et voilà, on upload le modèle, c'est un truc de 2 ou 3 gigas, et tout de suite, on peut faire de la génération directement. Une génération d'une belle image, c'est 20-30 secondes, pas beaucoup plus. Si vous êtes sur PC, parce qu'il y en a, par exemple, je vois que Fred fait ou, ah, ah. Bon, Fred, malheureusement, il a fait le choix triste. Il est malheureux dans la vie d'être sur PC. Il a donc besoin d'un gros GPU pour faire de la génération d'images. Il y a plusieurs interfaces graphiques au-dessus, notamment de Stable Diffusion, à ces deux adresses, hein, stablediffusionui.github.io et surtout chez Automatic 1111, une web UI sur Stable Diffusion qui est plus complexe à installer, mais qui est vraiment beaucoup plus complète. Notamment, elles permettent d'utiliser des prompts qui sont étendus avec des nouveaux opérateurs. Donc, ça permet de faire des choses bien. Par ailleurs, sur PC, il y a quand même un avantage. Comme ces choses sont plus complexes, elles sont aussi beaucoup plus flexibles. On peut enrichir les modèles avec des sous-modèles, ce qu'on appelle des LoRa, ce qui permet d'avoir des surentraînements supplémentaires assez puissants. Et ça, il n'y a que Stable Diffusion UI ou Automatic machin qui le font. Et même sur Mac, en fait, vous pouvez utiliser ces outils-là si vous voulez utiliser ce qu'on appelle des LoRa. Si vous voulez vraiment industrialiser, si vous voulez générer des milliers, des dizaines de milliers d'images, vous ne le ferez pas sur, enfin c'est faisable, mais c'est très très pénible sur un petit Mac, hein, il faudra automatiser beaucoup plus, mais ce n'est pas le sujet du jour. Là, vraiment, c'est comment est-ce qu'on fait déjà une ou deux belles images. Faire des belles images, euh, eh bien, c'est d'abord bien paramétrer son outil. Et donc, si j'ai choisi de vous montrer l'exemple de DiffusionB, c'est que dans DiffusionB, en fait, les paramètres sont très très clairs. C'est très visuel. Et donc, voilà les paramètres qu'on utilise dans DiffusionB quand on veut faire de la génération d'images. En premier, aucune surprise, on dit combien est-ce qu'on veut obtenir d'images. Voilà, quand on lance le truc, il génère 1, 2, 3, 4, 5, 10 images selon ce qu'on a demandé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la batch size. Donc là, c'est combien d'images je veux faire simultanément. Donc le nombre d'images, c'est combien je veux faire d'images, et il les fait les unes derrière les autres. La batch size, c'est on pourrait faire plusieurs images simultanément, par exemple, avec exactement le même seed, pour avoir des images qui sont des micro-variations l'une de l'autre. Vous laissez toujours ce paramètre à 1 parce que, à moins que vous soyez extrêmement riche, vous n'avez probablement pas la machine qui a assez de RAM pour le faire. Donc, ça, vous laissez. Et puis après, il y a la résolution. Avec DiffusionB, qui utilise des modèles Stable Diffusion un peu standards, les résolutions ne sont pas énormes. Et donc, vous pouvez monter, si vous avez suffisamment de RAM, etc., à 768 par 768. Ensuite, vous devrez faire de l'upscaling pour avoir des images plus grandes. Alors, l'upscaling, c'est un problème par ailleurs en lui-même, hein. L'upscaling, c'est assez amusant, hein. Ça prend plus de temps d'upscaler une image que de la générer la plupart du temps. Il y a plein d'outils pour faire ça. Par exemple, Topaz Julia Pixel sur Mac. Moi, c'est personnellement ce que j'utilise puisque je suis sur Mac. Mais si vous avez si vous avez la suite Adobe, vous pouvez faire avec sans aucun problème. Il y a tout ce qu'il faut. Enfin, voilà, il y a des outils alors on dit upscaling ou super résolution. Mais voilà, alors, très bonne question de Morgane. Pourquoi est-ce que c'est si limité en résolution? C'est une question littéralement de la taille de la data qu'il faut faire transiter dans le réseau de neurones. Et donc, ça nécessite une certaine quantité de mémoire sur les GPU ou sur les processeurs qui font tourner le bousin. Et en fait, bah, c'est ça la limite du genre, en vérité. Et donc, la plupart du temps, c'est hors de portée des gens d'avoir des choses très, très fortes. Ceux qui ont des GPU professionnels, qui ont 80 Go de RAM, bah, ils peuvent faire des très grosses images, mais la plupart des gens, ils sont limités à ce type de taille. Donc ça, c'est les premiers paramètres.
Ensuite, il y a deux paramètres qui sont des paramètres qui vont guider pour l'un la qualité, pour l'autre la relation au prompt de l'image qui va être générée. En premier, le nombre d'itérations qu'on va faire. Le nombre d'itérations, c'est littéralement ce que je disais tout à l'heure, hein, le nombre de pas de débruitage, en fait. Ça ne sert à rien d'aller trop haut, mais quand on a bien fixé un seed particulier, et donc un bruit aléatoire particulier, ben en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va générer des images avec très très peu d'itérations, 10, 15 par exemple, et puis on va augmenter ensuite quand on veut faire une belle image, parce qu'on sait que voilà, on a trouvé un truc qui a l'air de correspondre d'un point de vue style, d'un point de vue positionnement, etc., composition de l'image, et là, on met beaucoup plus. Moi, je n'ai jamais mis pour avoir enfin, j'ai fait des tests avec toutes les valeurs, mais globalement, au-delà de 50 ou 60 itérations, moi, je ne vois pas de plus-value ajoutée. Alors, ça dépend des modèles qu'on utilise, mais dans les modèles que j'utilise, je n'ai pas vu de plus-value particulière. Ensuite, le paramètre très très important, c'est le seed. C'est le bruit aléatoire de base qui va être utilisé. Donc, à seed fixé, toutes les images se ressemblent. Et donc, vous verrez tout à l'heure, je vais faire des comparaisons de différents prompts avec le même seed, ce qui permet de voir, quand on rajoute des éléments dans un prompt, ce que ça modifie vraiment par rapport à une image qui reste fixe dans sa globalité, en fait. Et donc là, vraiment, c'est le truc. En vérité, il ne faut jamais faire de seed complètement aléatoire. Il ne faut jamais laisser la main à l'outil de dire tu fais n'importe quoi. C'est on fait un seed, puis on fait un autre, etc. Parce qu'il y en a qui donnent de belles images, il y en a qui donnent des images très très moches, en fait. Et donc le choix du seed est extrêmement important également pour faire des images de bonne qualité. Et quand vous trouvez un site qui donne de bons résultats sur un certain type d'image particulier, par exemple des portraits de personnes avec certaines positions, etc., eh ben, vous gardez ce site parce qu'en fait, vous allez le réutiliser tout le temps et vous allez juste faire varier les autres paramètres autour. Ensuite, le modèle que vous allez utiliser, et le modèle, c'est vrai que ça fait tout. Ici, vous avez trois images. Alors, sur Zoom, je ne sais pas à quel point ça passe bien, en fait, puisqu'on passe à travers Zoom hein, pour les images, c'est un peu la problématique de montrer les trucs, mais ici, vous avez trois images. À gauche, c'est le même prompt, hein. Et le prompt, c'est grosso modo un collier qui brille, qui fait ci, qui fait ça, autour du cou d'une femme. Bah, ça, c'est le modèle de base Stable Diffusion à gauche. Celui du milieu, c'est un modèle qui s'appelle Dreamcatcher, qui est un meilleur modèle. Et le modèle de droite, c'est le meilleur modèle actuellement pour faire de la photo réaliste, qui s'appelle Realistic Vision. Et bah, on voit qu'il y a une différence fondamentale pour un même prompt. Même prompt, même seed, etc. Et donc, voilà, donc le choix du modèle est très important. Et donc, moi, je vous conseille d'utiliser Realistic Vision V2. Vous pouvez affiner avec des sous-modèles, ce qu'on appelle des LoRa, qui permettent des fois de rajouter des choses sur certains types de poses, certains types de personnes, etc. etc. Et puis, passer de Safe for Work à No Safe for Work, par exemple, etc. Et puis, bah, les modèles, ils sont dispo à un format qui s'appelle le format CKPT pour Checkpoint. Et puis enfin, le dernier point, oui, alors, voilà, je l'ai écrit, hein, pour de l'humain photoréaliste, c'est ou Realistic Vision V2 quand on fait à la main, ou Midjourney. Aujourd'hui, c'est très nettement les deux leaders. Et puis ensuite, eh bien, on a la possibilité de mettre un prompt négatif. Et je vais en reparler des prompts négatifs. Les prompts, c'est le nerf de la guerre, comme pour le texte, et c'est ça qui est vraiment extrêmement important. Prompter comme jamais, la base. En premier, un prompt, ça doit être assez court. Alors, il y a Midjourney, par exemple, bloque réellement la taille des prompts, Lexica.art aussi, etc. Beaucoup bloquent, mais quand on est sur des trucs open source, il n'y a pas forcément de blocage. Mais les meilleurs prompts sont généralement finalement assez courts. 60, 70, 100 mots, c'est déjà le bout du monde. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et on s'aperçoit que sinon, bah, il y a des mots qu'on met qui ne servent pas. On obtient de bien, bien, bien meilleurs résultats avec des prompts en anglais. Quand on génère de l'image, on ne fait pas de prompt en français. Juste, c'est pas possible. Sinon, on ne fera pas de belles images ou on va galérer pour les faire. On fait des prompts en anglais. Pourquoi? Parce que tous les modèles sont entraînés sur une base qui est Lion 5B, avec des images additionnelles, c'est ça qui fait la différence entre un Midjourney avec un autre, par exemple. Mais tous les descripteurs qui sont utilisés sont en anglais majoritairement. Après, c'est de la trad qui fait le reste, etc. Donc, les résultats sont nativement meilleurs en anglais. Et bien sûr, on note les seeds qu'on obtient dès qu'on a une bonne image, parce que c'est ça qu'on va réaliser. Voilà, je vais parler des négatifs prompts, hein, ça fait toute la différence, comme on le verra tout à l'heure, j'ai des exemples. Et maintenant, eh bien, on va dérouler ensemble, enfin, je vais dérouler devant vos yeux des prompts pour vous montrer ce que ça donne. Et en fait, je vais vous expliquer la structure d'un prompt pour faire des images. Un prompt pour faire de l'image, il y a un certain nombre de blocs qu'il doit comporter. On doit présenter le sujet, on doit parler du médium sur lequel on fait les choses, le style de l'image, les références éventuellement qui sont pertinentes pour l'image, la résolution, la qualité de l'image, ce qu'on appelle la photographie d'un point de vue technique, les couleurs majoritaires, les éclairages, et puis éventuellement des éléments divers qu'on peut vouloir ajouter. Je vais
faire un exemple qui est à partir d'un sujet qui est toujours le même, je vais vous le dire en français, une femme avec quelques taches de rousseur, des yeux un peu ronds, des cheveux un peu dans tous les sens, euh, courts, photo prise à l'extérieur, et cette femme porte un t-shirt blanc. Voilà, quand je tape uniquement ça comme prompt dans Realistic Vision V2 avec une seed qui est toujours la même, la génération que j'ai. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais rajouter des éléments à mon prompt? Donc, je commence en rajoutant un deuxième élément, je change le médium, je dis que je veux que ce soit de la photographie de type portrait. Donc, le prompt maintenant, c'est le sujet plus le médium. L'image qui était celle-ci, eh bien, son analogue, c'est l'image qui est à gauche. Et on voit en fait que la qualité visuelle a déjà complètement changé. Les couleurs, le type d'éclairage, est-ce que la lumière est bouchée, pas bouchée, comme on dit, eh bien, ça a complètement changé. L'image n'a plus du tout les mêmes qualités visuelles. Et donc, j'ai trois types d'images qui sont celles qui vont servir pour faire les différences, puisqu'on va voir que des fois, les différences ne sont pas forcément celles qu'on croit. Donc, voilà les trois images que je génère avec ça. Maintenant, je rajoute un style. Mon style, c'est quoi? C'est je veux que le modèle regarde la caméra. Je demande lèvres gercées. En fait, lèvres gercées, c'est pour qu'elles soient un petit peu plus gonflées. Visuellement, donne de bien meilleurs résultats pour un modèle féminin. Et je veux un style hyper réaliste. Et donc, j'ai à nouveau une différence. Voilà. Est-ce qu'elle est flagrante, cette différence? Moins. Mais on voit quand même que visuellement, j'ai une composition qui est différente parce qu'il y a ce côté de je force le regard sur la caméra, etc., etc. Ensuite, je vais donner des références. Ce qui marche très très bien, c'est, oui, alors, médium et style, les différences sont fines. Le médium, c'est est-ce que c'est un portrait, est-ce que ça pourrait être un digital painting, ça pourrait être un dessin, ça peut être un ouais, drawing, etc. Alors que le style, ça va vraiment être la composition plus de la photo. La référence, c'est pour transférer le style, alors là, le style visuel d'un auteur ou ça pourrait être d'un magazine, de format comics, etc. Et donc là, je vais dire que je veux une photo, tac, 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 dans le style de Steve McCurry. Steve McCurry, qui c'est? Steve McCurry, c'est celui qui a fait les photos des jeunes femmes afghanes. C'est notamment, il est très célèbre pour sa photo qui a été la photo de la couverture de National Geographic à une époque. Et donc, je demande une photo dans le style de Steve McCurry. Bien sûr, la photo, maintenant, ça ne change plus des masses, hein, c'est toujours les mêmes compositions, etc. Mais le grain de l'image, la lumière, ça change. Et donc, ça change à la marge, mais ça fait des images qui sont un petit peu plus belles. Couleur éclairage, je demande un dramatic lightning. Je pourrais demander un funny lightning, je pourrais demander n'importe quoi, mais on voit qu'il y a une différence. On voit que derrière, les ombres sont différentes, etc., etc. Donc, ça change un petit peu encore l'image. Ensuite, je demande ah oui, alors il y a un commentaire, hein, le style McCurry marche très bien sur Midjourney. En fait, il y a certains artistes qui sont très demandés, qui sont très présents sur le web, etc. Donc, qui ont des styles très reconnaissables et donc qui donnent vraiment des résultats qui sont extrêmement visuellement marquants, hein. Par exemple, il y a le fameux Greg Rutkowski pour du truc plus digital painting. C'est impressionnant parce que c'est extrêmement marqué dès qu'on met son nom, ça fait quelque chose. J'insiste aussi un truc, si on met In the style of McCurry, bah, en fait, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin, comme on dit, hein, désolé pour ceux qui s'appellent Martin là, mais Steve McCurry, c'est une personne particulière. McCurry s'appelle plusieurs personnes, donc des fois, le style ne va pas être vraiment bien transposé, donc il faut vraiment mettre le nom complet. Quand quelqu'un a un nom très commun, en fait, ça vaut le coup de préciser où est-ce qu'il a fait des œuvres, etc., par exemple. Bref. Ensuite, je vais parler de la résolution et de l'image. Je remets un coup de photoréalisme, ça ne mange pas de pain. Je veux du ultra detail et surtout, j'explique que là, moi, j'utilise un Leica, un objectif Leica de 50 mm avec une focale particulière. Et ça, c'est très important. Je vais vous montrer un exemple après de ce que ça change. Donc, ça change un petit peu le positionnement, etc. À la marge aussi, hein. Mais le fait d'avoir là, on a plutôt un objectif probablement qui est autour de 100 mm par défaut dans ce genre d'image. Là, on passe à du 50 mm, ça change l'image quand même. Et puis ensuite, on va mettre des choses diverses. Et moi, je vais mettre un prompt négatif. C'est ultra important. Dans un portrait, moins qu'ailleurs, mais quand même, je vais avoir un prompt négatif qui est là plutôt un prompt qui est le même pour tout le monde, mais qui va permettre, ce prompt négatif, de modifier vraiment l'aspect visuel en supprimant, en interdisant certaines choses. Je vais interdire que les proportions soient mauvaises, je vais interdire que la personne soit déformée, qu'elle ait des bras en trop, des mains en trop, des appendices en trop. Ouais, voilà, vous voyez, c'est un prompt universel, mais aussi des bras qui manquent, etc., les yeux qui ne sont pas corrects et tout. Ça va modifier les choses. Notamment, par exemple,
La plupart des modèles ont une problématique pour générer des mains qui soient correctes. Il y a souvent trop de doigts ou pas assez de doigts, ou les doigts sont trop longs ou trop courts. Peu importe, ça marche mal. Notamment, essayer de générer une image de deux mains qui se serrent, par exemple, c'est un sketch. Eh bien, en mettant dans les mots du prompt négatif le mot main, en fait, vous allez générer des images où il n'y a pas les mains. Alors, ça ne veut pas dire qu'en fait, vous allez avoir des images de personnes où les mains vont être supprimées, c'est ça va générer des images de personnes qui auront les mains dans les poches, les mains derrière le dos, etc. Et donc, l'image sera beaucoup mieux, en fait, parce qu'on ne voit pas l'anomalie, parce que juste, elle n'a aucune raison d'être représentée. Donc ça, c'est une astuce, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'images générées, en fait, qui sont très belles, où on ne voit pas les mains, parce que ce serait le meilleur moyen de spotter le truc. Si vous avez, il y a beaucoup de problèmes avec les yeux aussi. Maintenant, on arrive à résoudre ce problème, mais avant, bah, voilà, on mettait des lunettes de soleil hein, dans le prompt pour que, pour qu'il y ait pas, si on voit pas l'œil, en fait, on voit pas l'anomalie non plus. Donc voilà, c'est les astuces, on cache les problèmes. Et voilà ce que ça donne quand on a l'intégralité de ce prompt avec le prompt négatif, etc. Et en fait, le prompt négatif, sur ces portraits, ce que ça a corrigé principalement, c'est les yeux qui sont beaucoup plus naturels. Même si vous n'en rendez pas compte, ici, les regards sont assez étranges, en fait. Alors que là, on a un regard qui est beaucoup plus normal et notamment, en fait, il y a beaucoup moins de contraste. C'est beaucoup moins sharpen au niveau de la différence entre l'iris, etc., ce qui fait un regard plus naturel. Donc voilà comment on fait des images qui ont quand même pas mal de gueule au final, hein, et avec un prompt qui est assez simple. Alors maintenant, il y a des. Pour voir, parce qu'il faut voir d'où on est parti pour où on arrive, le prompt de base, voilà ce qu'il générait avec la première seed, et voilà à droite ce qu'il génère avec la même seed et le prompt global. Et on voit quand même pense ce qu'on en veut, et surtout, je ne sais pas si ça se voit bien à travers Zoom, mais l'image est beaucoup plus qualitative. L'image de base était pas mal déjà. Le modèle tout seul, avec un prompt pas terrible, il fait déjà quelque chose qui tient bien la route, hein. De la même manière que quand on utilise ChatGPT avec un prompt pas fou, on a quand même un texte qui a du sens. Mais là, on a une image qui est plus belle. Alors, oui, c'est subjectif, hein, effectivement, mais c'est une image qui est plus belle. Ici, sur mon deuxième seed, le prompt de base à gauche, le prompt complet à droite. Moi, je trouve que là, c'est beaucoup plus visible la différence. L'image à gauche, c'est une image qui fait plus manga, mais avec une surcouche photoréaliste, alors qu'à droite, ça fait une image de portrait qui est beaucoup plus correcte, je trouve. Mais sur le troisième exemple, bah, ça se discute plus. Le prompt de base à gauche, le prompt complet à droite. Moi, je trouve que l'image de gauche est déjà pas mal dans sa composition, etc. Et que l'image de droite, elle est bien, mais elle n'est pas substantiellement meilleure. Donc, il y a quand même des choses qui se discutent, mais ça fait quand même une image plus particulière dans son grain, voilà, dans son contraste et tout. Donc, voilà comment on fait. Alors après, il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé de ce fameux objectif qui peut changer les choses. Ici, j'ai 4 fois le même seed avec le prompt complet, mais j'ai juste changé l'objectif qui était utilisé. Donc à gauche, le Leica 50 mm avec une certaine focale, là, l'iPhone 14 en mode portrait, là, un objectif Sigma de 85 mm, même focale que là, et puis là, un Canon 100 mm avec d'autres réglages complètement. Et donc l'image est différente en fait. Pourquoi? Parce que bah, le fait que la focale soit différente ou que ça crée des différences sur les proportions des visages, etc. Alors là, ça se voit très peu parce que j'ai demandé du portrait, mais si je vais demander du full body, en fait, ça se verrait beaucoup plus. Et donc, on va avoir des images qui sont différentes, même si elles sont très très proches. Oui. Ah, il prend clairement plus en compte la focale que l'ouverture, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs une problématique. Moi, sur des portraits, il faudrait essayer des très très grandes ouvertures pour voir. Je sais pas, il y a un truc, mais bon, c'est à la marge, mais il y a des modifs. C'est vrai qu'on a un photographe dans la salle, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Voilà. Ensuite, sur l'intérêt du prompt négatif, j'ai mis des photos. En fait, j'ai demandé une photo de Laurent quand il sort de la salle de bain. Voilà ce que j'ai obtenu. Sans prompt négatif à gauche, prompt négatif à droite. Euh, Ce qu'on voit ici, alors c'est le prompt en lui-même ici, hein. Et donc moi, j'ai demandé un homme d'un certain âge en Marcel avec un jean. Et on voit déjà, première chose, c'est ce que j'ai écrit derrière. Cet exemple montre qu'il y a certains mots qui ne fonctionnent pas bien. Il est extrêmement dur d'obtenir une photo avec un débardeur. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir assez peu de débardeurs sous le nom Wifebeater dans le dataset, et donc il galère pas mal à en montrer. Il doit y avoir beaucoup plus d'hommes costauds torse nu, et donc le mot ripped fait des hommes torse nu, alors que le mot débardeur, bah, ça fait rien, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, alors ça se voit surtout au niveau de la main qui est dans la poche ici, bah, cette main, en fait, vous en rendez peut-être pas compte, ça se voit peut-être peu, mais elle a 6 doigts. Elle a en vrai 2 pouces, dont un qui est fusionné avec le jean, et donc ça va pas. Le regard est assez étrange en vérité, il n'est pas du tout naturel. En fait, c'est un œil qui est blanc d'un côté, noir de l'autre, et pas vraiment un vrai œil.
Avec le prompt négatif, c'est encore perfectible, mais la main est vraiment dans la poche, donc on ne sait pas si elle a 6 doigts ou pas. Il y a un pouce qui ressemble vraiment à un pouce, et puis le regard est un peu plus correct. Et donc, on a une image qui est... Wedge beater, je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais ça veut dire débardeur. Voilà. Et donc voilà la différence. Et donc, le prompt négatif est extrêmement important. Donc voilà pour le prompting, hein. Je pense qu'il me reste très très peu de temps, donc ou pas, je ne sais pas du tout d'ailleurs. En fait, ça, si, il me reste encore du temps. On peut également utiliser des images pour faire du prompt. Il existe maintenant des modèles, des sous-modèles particuliers. Il y a des outils qui ont été fabriqués pour ça. Il y a un truc qui s'appelle ControlNet qui a été créé. ControlNet, c'est un outil qui va permettre de faire du conditionnement avec des images pour avoir des images qui qui utilisent d'autres images en entrée pour faire de la génération. Donc, on peut utiliser des prompts textuels, des images en plus, etc. Et ici, c'est assez amusant parce que on a, alors c'est dans leur article, hein, mais ce qu'ils font, c'est du canny edges, donc c'est-à-dire qu'ils vont prendre juste les arêtes saillantes d'une image qui a été faite, et puis ils demandent après une génération par rapport à ça. Et donc, ça fait une image qui est structurellement celle qui est indiquée, mais avec toutes ces variations. Et donc, ça, c'est extrêmement pratique quand on veut faire de la variation. Il faut imaginer l'application, hein. Dans la deuxième ligne, on comprend tout de suite l'application directe. Vous pouvez faire un truc qui est très simple. Dans un magasin, vous prenez une photo d'une personne, ou une personne se prend en photo elle-même en pied. Vous appliquez un filtre pour trouver toutes les arêtes saillantes. Et après, vous pouvez montrer à la personne comment elle sera habillée selon ce qu'elle achète. Et donc, ça donne des choses assez amusantes de, voilà, tu veux m'acheter ce costume, bah, je te montre à quoi tu ressembles avec, puis avec les variantes, etc., etc. Donc, on est sur un process vraiment qui est assez intéressant pour faire des variations d'une image à partir d'un référent. Euh, ControlNet, en fait, c'est utilisé pour plein de trucs et ils ont fait beaucoup parler d'eux ces derniers jours puisque c'est grâce à ControlNet que des gens ont réussi à générer des QR codes qui sont des images en même temps. Et donc, ça marche très très bien. Alors, je vois qu'il y a plein de questions sur les prompts négatifs. Les prompts négatifs, quand on peut les mettre vraiment à part, c'est on met dans le prompt tout ce qu'on ne veut pas voir à l'écran. Et sinon, effectivement, c'est en utilisant les poids ou des interdictions diverses. Ça va dépendre de l'outil qu'on utilise pour saisir le prompt, en fait. Dans Automatic, par exemple, ça se fait différemment dans Diffusion B. Voilà, voilà. Pour arriver sur la fin, si vous, j'ai plus que 2 slides, hein, voilà. Si vous voulez automatiser vraiment, passer à l'échelle industrielle, là, c'est une vraie grosse problématique, hein. Si on veut passer à l'échelle industrielle, bah, il n'y a pas 36 manières. C'est ou bien on utilise des services tiers, Midjourney, Lexica, etc., avec une problématique, certains n'ont pas d'API, donc il faut ruser pour aller prendre les images. Et donc, par exemple, au-dessus de Midjourney, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des fausses API avec des outils de scrap, hein, finalement. Voilà, c'est un peu le truc standard pour le faire, mais ça pose une problématique. Et puis, il y a un facteur de coût qui n'est pas toujours anodin, hein. Quand on génère des dizaines ou des centaines de milliers d'images, on va avoir une vraie problématique de coût quand on utilise ces outils-là. Si on veut faire soi-même sa propre source d'images à très très grosse volumétrie, ça demande surtout un très gros travail sur l'infra. Nous, en interne, par exemple, on a toute une infra qui est faite pour ça, mais essentiellement, on spawn des machines avec des GPU à tour de bras dans le cloud pour les générations, pour les upscaling, etc. Et donc, il y a un vrai travail à faire pour ça. Et c'est pas intéressant quand on n'a pas des volumes énormes ou quand on n'a pas des sujets qui imposent d'avoir des modèles qui n'existent pas chez les opérateurs standards, hein. Si vous voulez faire, pour ceux qui sont dans l'adulte, par exemple, bah, vous ne pouvez pas travailler avec Midjourney, ou etc. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez, quoi. Et donc, en gros, il n'y a pas 36 possibilités, hein. Soit vous faites du mode artisanal, parce que vous faites quelques centaines d'images de temps en temps, soit vous utilisez les API des gros opérateurs. Actuellement, c'est Midjourney qui est vraiment en tête. Soit vous êtes capable de déployer une grosse infra, mais là, ça veut dire que vous êtes sur des besoins qui sont absolument énormes. Donc voilà pour l'automatisation très rapidement. Et puis je vais finir par le futur de ces modèles d'image. D'abord, plus ça va, plus ils s'améliorent, et donc plus ils font des choses qui sont réalistes. Alors j'occulte volontairement à tous les sujets liés à la propriété intellectuelle, etc. Tout ça, c'est pas le sujet de l'exposé, mais vers quoi on va? On va vers des choses de plus en plus généralistes et surtout des modèles qui auront des conditionnements de plus en plus universels. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont sur comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir besoin de texte.
Donc, il y a des travaux récents qui expliquent comment, en prenant du bruit, en prenant une image de référence, puis une image de modification, comment on va faire quelque chose. Ici, c'est amusant. Un bruit aléatoire, une image qui est un astronaute qui fait du cheval, pourquoi pas. Et puis après, une image structurelle de modification qui est on met le cheval dans l'autre sens. Ça va nous générer en fait des images de l'astronaute sur le cheval, mais qui va dans l'autre sens, etc. Donc, sans utiliser de texte, on va être capable de travailler pour fabriquer de nouvelles images. L'idée, c'est qu'il est beaucoup plus naturel pour les êtres humains qui veulent fabriquer des images, en fait, de ne pas passer par le texte, parce qu'il est des fois difficile d'exprimer ce qu'on veut, alors qu'il est facile de dessiner, même de manière moche, ce qu'on veut, en fait. Et donc ça donne des résultats vraiment souvent meilleurs, parce que la principale difficulté qu'on va avoir, c'est un peu comme pour quand on utilise des modèles de langue, la vraie difficulté, c'est d'être capable d'exprimer réellement ce qu'on veut. Les prompts, quand on fait du chat GPT, par exemple, il y a beaucoup de sites, d'éditeurs, qui ont des sites qui sont pas terribles, qui se font très rapidement désinguer par Google, parce qu'en fait, ils ont des mauvais prompts, parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer bien ce qu'ils veulent obtenir. Et donc, un bon prompt, ça fait tout. Là, dans l'image, comme on va générer des images, les gens qui travaillent là-dessus ont tendance à dire, en fait, on va essayer de se passer des textes pour faire les prompts, parce que le texte, si c'est le problème, quand on fait du texte pour générer du texte, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser du texte pour ça. Mais pour l'image, on n'est pas obligé, donc on élimine le problème plutôt que de le résoudre. Donc ça, c'est la première piste. Et dans la continuité de ces choses de modification du conditionnement, il y a des gens qui travaillent sur des conditionneurs universels. Et là, ça pourra faire, pour l'instant, c'est quand même très, très embryonnaire, hein. Ils disent que ça marche, mais en vérité, ça ne marche pas très, très bien de ça. Si bien que ça, c'est d'utiliser n'importe quoi comme signal, comme conditionneur. Et donc, eux, ils disent de la segmentation, de la reconnaissance faciale, de la détection d'objets, n'importe quel résultat de classification, etc. Et donc, ça change absolument tout, hein, parce que, par exemple, de la reconnaissance faciale, c'est dire que littéralement, si on a en conditionneur quelque chose qui fait de la reconnaissance faciale, on peut générer des images des personnes de n'importe quelle personne dont on a des informations de reconnaissance faciale, et on peut générer des images. Et donc, par exemple, pour faire de la fake image, c'est vraiment le truc, la fake news, c'est l'arme de compète. Donc, il y aura d'autres problèmes qui se poseront, mais voilà, c'est comment introduire d'autres informations euh, sur les choses. Alors, ça paraît, ça paraît bête, hein, ce que je viens de dire, mais la reconnaissance faciale, par exemple, c'est une information qui est complètement différente de celle de fournir en entrée une image d'une personne et en demandant des modifs, en fait, des nouvelles images qui contiennent la chose. Parce que dans un cas, on donne une image et le modèle doit essayer de comprendre les caractéristiques de cette image pour fabriquer une image qui comprend ces caractéristiques. Des informations de reconnaissance faciale, ça permet littéralement de comprendre toute la structure visuelle d'une personne et de son visage. Donc, ça permet de générer son visage sans aucun souci, de manière quasi parfaite, en fait. Donc, c'est une formation très, très supérieure à simplement fournir une image d'une personne. Et donc, voilà, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Pour l'instant, ça ne donne pas d'excellents résultats, mais ça progresse très, très vite, hein. Il faut se rendre compte que, je n'ai pas mis d'exemple, j'aurais dû mettre, mais les premières images que les gens généraient avec Dali, c'était vraiment très, très moche. Et tout le monde nous rigolait au nez quand on disait que c'était fantastique. Et on voit ce que ça donne maintenant, par exemple, avec Midjourney, alors que d'un point de vue techno, Midjourney, c'est la même chose que tous les autres, hein. Et donc, vraiment, on voit que on peut obtenir des résultats très, très impressionnants avec ces méthodes-là. Et j'ai fini, et je vous remercie de votre écoute. Voilà, Ah, et- j'espère que je ne vous ai pas trop barbé. Et je vais arrêter le partage, c'est ça? Non, bah, tu peux le laisser, Non? parce que tu as montré. C'est comme tu veux, hein, pas de Bon, je vais me souci. mettre face Face caméra, caméra, comme voilà, on on dit. va te voir en grand, le beau gosse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, hein, de cette présentation, de cette conférence, Sylvain. C'était vraiment, alors, vraiment excellent, hein. En plus, tu as très bien fait de repartir du début de la base et de la théorie jusqu'au prompt. C'est vraiment une magnifique conférence, super. Moi, j'ai été Merci, merci. passionné. Je voulais même pas te couper, tu vois. Je vais essayer de partir des explications qui sont, comme toujours, passionnantes. Alors, pour les questions, en fait, on a répondu déjà à énormément pendant la conférence. Je vais reprendre juste les dernières, peut-être, si on en a quelques-unes qui sont intéressantes. On te demande si tu as des bases documentaires pour avoir les bons prompts, textuels ou visuels. Alors, sur les images, il y a assez peu de sources sur la
enfin, on trouve des trucs qui résument un peu ce que j'ai dit là. Ça, c'est des infos qu'on trouve. Alors, chacun a sa propre version. Mais en fait, la plupart des gens, d'ailleurs, sont partis d'un article de recherche qui a travaillé sur des dizaines de milliers de prompts pour comprendre la structure que les gens utilisaient majoritairement. Mais par contre, ce qui est vraiment très intéressant, moi, je trouve, c'est d'aller voir les sites je sais pas comment on dit, de prompt engineering, enfin, ceux qui présentent beaucoup d'images déjà réalisées pour aller voir les choses. Parce qu'en en pratique, hein, c'est un peu comme pour le texte. Une fois qu'on a compris la structure, il faut vraiment beaucoup pratiquer pour être capable de vraiment comprendre, par exemple, les mots qui sont importants, qui sont pas importants. Il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est l'ordre des mots dans un prompt a une importance, sauf à utiliser ce qu'on appelle des prompts pondérés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais grosso modo, un mot qu'on met en début de prompt n'a pas le même pouvoir qu'un mot qu'on met en fin de prompt, etc. Et donc, ces choses-là, on peut les apprendre, mais on les sent vraiment avec l'expérience, et donc il faut vraiment faire beaucoup d'images. Moi, par contre, je passe beaucoup de temps à aller sur tous les sites Civitae, Prompt Hero, etc. En fait, pour aller voir les images qui sont faites par des gens. Sur Reddit, hein, il y a beaucoup de belles images qui sortent et des gens qui documentent tout leur process, par exemple, pour faire de belles images. Et donc, d'aller voir un peu ce que font les autres. En fait, la différence, c'est que le milieu de l'image générative, hein, de la génération d'images, est beaucoup plus transparent que le milieu texte, SEO. Pourquoi? Parce que les gens qui font de l'image, ils le font d'abord par passion artistique, en fait. Pour eux, c'est plus un hobby. Et c'est des passionnés. Dans le texte, voilà, les éditeurs, ils gagnent de l'argent avec les bons prompts. Donc, on n'a pas le même, voilà, la même transparence. Sur Reddit, où il y a plein de forums aussi, où il y a vraiment des gens qui donnent littéralement tous les prompts qu'ils utilisent, même sur Facebook, hein. Sur Facebook, il y a un super groupe qui parle de Midjourney, etc. On est obligé, quand on met l'image, de mettre le prompt associé. Et donc, ça crée des discussions vraiment très intéressantes. Les gens se posent vraiment ce challenge sur comment améliorer les choses, etc. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire. Moi, c'est ma principale ressource, c'est tous ces sites et tous ces forums. Voilà. Ouais, c'est très bonne réponse, comme toujours. Il y a une autre question. Est-ce que tu utilises le SID pour générer une série d'images avec le même visage, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas toujours probant, mais ça donne parfois de bons résultats. Il y a un truc que je peux. Alors, je sais pas si je peux réussir à le montrer. Attendez, je sais pas comment faire en fait pour le montrer. C'est surtout ça qui est problématique. Je vais en faire une vidéo que je vais mettre sur TikTok. En fait, par exemple, j'ai fait un truc où, avec le même prompt, celui de la femme comment ça s'appelle, aux taches de rousseur, là, je génère ce prompt, mais en précisant l'âge, de 1 an à 100 et quelques années. Et en fait, on voit que c'est des visages qui sont très similaires d'une génération sur l'autre. De temps en temps, il y a un visage qui est différent, mais ça génère plutôt des visages qui se ressemblent beaucoup, beaucoup. Voilà. Ouais, C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est très proche. On va dire ça comme ça. changer juste, faut changer un tout petit peu ce qu'on veut et on arrive, mais c'est vrai que des fois, c'est pas la Oui, même oui, chose. mais c'est Donc, bon, voilà, c'est raisonnablement proche, on ouais, va bah, dire il ça faut comme faire ça. beaucoup d'expérimentation avec l'image, hein. Ouais, Donc, bah, merci à toi. Clap, clap. Merci, merci Sylvain. ouais. On Je vais a répondre aux autres questions dans ouais, le chat le chat. directement pour. Voilà. Vas-y. Ouais, et du coup, voilà. Bien, bah parfait. Donc, merci vraiment, Sylvain, pour Bah, ta merci à toi venue, et hein. à C'était Lana, vraiment, surtout, de m'avoir accueilli. vraiment, mais c'était vraiment top. Je vais baisser un peu mon micro.